Aucun timbre, aucun cachet postal, ni la moindre adresse d'expéditeur ne figurait sur cette enveloppe mystérieuse. Elle avait été déposée sur le bureau du pape Léon XIV, quelque part entre minuit et l'aube, ce 2 juin 2026. À l'intérieur se trouvait une unique photographie montrant l'intérieur de la Sagrada Familia, prise sous un angle qui n'aurait jamais dû exister. L'aube n'éclairait pas encore le palais apostolique lorsque Robert Francis Prévost s'est installé à sa table de travail, vêtu de sa soutane blanche, prêt pour ses audiences, l'esprit déjà tourné vers l'Espagne. Dans 4 jours, il s'envolerait pour Barcelone, afin d'inaugurer cette basilique achevée, haute de 172 mètres, un siècle exactement après la mort d'Antoni Gaudí. Pourtant, en ce début de journée, une atmosphère bien étrange régnait dans les appartements pontificaux. Son secrétaire particulier, Monseigneur David Wells, avait déposé un message laconique à côté du pli mystérieux, indiquant que l'objet avait été découvert à 5h47 précises, sans que les caméras de surveillance n'aient détecté la moindre intrusion durant la nuit. Lentement, Léon XIV décacheta l'enveloppe pour en extraire le cliché. On y distinguait la nef immense et les colonnes baignées de lumière, mais un détail attira immédiatement son attention. Au pied d'un des piliers centraux, un cercle tracé à l'encre rouge surmontait une phrase manuscrite en catalan, accusant directement l'Église d'avoir enterré un secret que Gaudí connaissait. Le regard du souverain pontife resta longuement figé sur cette image troublante. Reposant le cliché face visible, il actionna l'interphone pour exiger la présence immédiate du cardinal Pietro Parolin. Avant que nous n'allions plus loin dans cette ténébreuse affaire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire. Votre soutien est essentiel pour nous aider à poursuivre nos investigations. 12 minutes plus tard, le secrétaire d'État de 71 ans, diplomate aguerri aux intrigues de la curie, franchissait le seuil du bureau d'un pas mesuré. En apercevant la photo, l'homme s'arrêta net, demandant d'où provenait un tel document. « C'est précisément ce que tu dois découvrir », répliqua Léon XIV d'une voix grave. Le cardinal examina avec une attention minutieuse la zone entourée de rouge. Si son visage resta impassible, l'accélération soudaine de sa respiration trahit son trouble lorsqu'il expliqua qu'il s'agissait du pilier dédié à l'évangéliste Marc, l'un des 4 piliers soutenant la tour de Jésus-Christ. Relisant à voix basse l'inscription catalane, Parolin suggéra qu'il s'agissait peut-être d'une simple provocation à l'approche du voyage papal. Mais le pape écarta aussitôt cette hypothèse d'un revers de main. Pour lui, le fait qu'un inconnu ait pu déjouer la sécurité absolue du palais apostolique pour déposer ce pli directement sur son bureau prouvait qu'il ne s'agissait pas d'une farce, mais d'une menace. S'asseyant en face du souverain pontife, le secrétaire d'État commença à analyser les détails techniques de l'image. En orientant le papier vers la lumière, il réalisa que la prise de vue provenait de la galerie du Triforium, une zone interdite au public depuis 2 ans en raison de la phase finale des travaux. L'auteur du cliché disposait donc forcément d'un accès de sécurité pour explorer les hauteurs de la basilique. Le pape acquiesça, conscient que cela réduisait drastiquement la liste des suspects à quelques architectes, ouvriers ou membres du clergé. Sans perdre un instant, Léon XIV ordonna la création immédiate d'une cellule secrète restreinte à seulement 5 personnes de confiance. À la question du cardinal concernant les membres de ce groupe ultra-confidentiel, le pape répondit sans hésiter. Il exigea la présence de Parolin lui-même, de son secrétaire Wells, de l'archevêque Ganswein pour sa connaissance inégalée des archives secrètes, de la sœur Nathalie Bécard et du père jésuite Jordi Bertrand. Le choix de ce Catalan, qui avait passé 20 ans à superviser discrètement le chantier de Barcelone, s'imposait comme une évidence pour décrypter d'éventuels mystères architecturaux. Moins d'1 heure plus tard, les 5 élus se retrouvaient cloîtrés dans la bibliothèque privée du palais, dépouillés de tout téléphone ou carnet, derrière de lourdes portes verrouillées. Avant que mes pas ne foulent le sol de Barcelone, je veux comprendre la signification exacte de cette image, déclara solennellement le pape. Invité à prendre la parole, le père Bertrand laissa transparaître une immense nervosité. Cet homme de 63 ans, au visage émacié par des années de silence pesant, venait d'arriver à la hâte de sa résidence du Borgo Santo Spirito. D'une voix hésitante, il rappela que l'œuvre d'Antoni Gaudí regorgeait d'énigmes. Durant les 12 dernières années de son existence, le génie catalan s'était totalement isolé du monde pour vivre comme un ermite au milieu de ses maquettes de plâtre, refusant tout autre projet de construction. Se nourrissant uniquement des maigres rations que lui apportaient les ouvriers du chantier,
L'architecte s'était muré dans un mutisme presque total. Lorsqu'il mourut tragiquement en 1926, renversé par un tramway et confondu avec un indigent à cause de ses guenilles, le temple n'était achevé qu'à environ 15%. Pourtant, Gaudí laissait derrière lui un héritage caché, bien au-delà de la pierre. Des calculs, des carnets secrets et des plans révolutionnaires. L'histoire officielle prétend que ces précieux documents de plâtre et de papier ont entièrement brûlé en 1936, lors du saccage de l'atelier par les milices anarchistes. Selon la version officielle, les bâtisseurs des années 40 n'auraient disposé que de quelques souvenirs oraux et de clichés rescapés pour poursuivre les travaux. Mais Léon XIV coupa court en affirmant que la réalité était bien différente. Le jésuite confirma ses doutes avant d'expliquer qu'en 1934, soit 2 ans avant le fameux incendie, un jeune abbé catalan nommé Luis Bonet s'était rapproché des anciens apprentis directs de Gaudí. Ce prêtre, qui partageait le quotidien des ouvriers, s'était vu confier des secrets de conception que le maître n'avait jamais voulu révéler aux instances officielles de l'époque. Animé par un dévouement sans faille envers le sanctuaire, le père Bonet s'inquiétait grandement du climat de violence qui embrasait alors l'Espagne. Sous la Seconde République, la haine anticléricale grandissait chaque jour, provoquant des incendies d'églises et l'expulsion de nombreuses congrégations religieuses. Persuadé que l'œuvre de Gaudí risquait de disparaître à tout jamais, Bonet prit une décision secrète et audacieuse au cours des années 1934 et 1935. À l'insu de l'évêque et des architectes en chef, il entreprit de dupliquer clandestinement les schémas et les notes les plus cruciaux du projet. Il était impossible de tout copier, mais l'essentiel fut sauvé. Les calculs de structure de la nef centrale, les formules géométriques des surfaces hyperboloïdes, les plans de la tour de Jésus-Christ et les proportions des 18 clochers prévus. Plus fascinant encore, Bonet mit la main sur des journaux intimes rédigés par Gaudí à la fin de sa vie, précieusement cachés dans un coffre de la sacristie de la crypte. Face à ces révélations, la sœur Nathalie Bécard, attentive depuis le bout de la table, s'enquit de la nature exacte de ces écrits confidentiels s'ils ne traitaient pas d'architecture. Bertrand marqua un temps d'arrêt, joignit les mains et murmura que le bâtisseur était un mystique habité par Dieu. Durant les 10 dernières années de sa vie terrestre, l'architecte mena une existence d'une rigueur quasi monacale. Gaudí jeûnait à s'en évanouir, passait des heures à genoux et confessait ses péchés chaque semaine, répétant à qui l'entendait que cette basilique était une prière pétrifiée, où chaque mesure traduisait un acte d'adoration divine. Néanmoins, ses cahiers intimes dissimulaient une ambition bien plus secrète, totalement absente de ses discours publics. « Poursuivez », ordonna fermement Léon XIV. L'architecte était convaincu que l'édifice transmettrait un message codé d'une précision mathématique, destiné spécifiquement à un futur souverain pontife. Il s'était servi des colonnes, de l'inclinaison des voûtes et des proportions exactes des tours pour crypter une thèse théologique d'une importance capitale. Ce secret ne devait être déchiffrable qu'une fois la structure entièrement achevée. Un lourd silence s'installa, rompu par la question fébrile de Parolin, qui cherchait à en connaître le contenu. Hélas, admit le père Bertrand, les documents de Bonet ont voyagé clandestinement de paroisse en paroisse à travers toute la Catalogne durant des décennies, d'abord cachés des milices de la guerre civile, puis de la censure du régime franquiste, ne me laissant entrevoir que des fragments épars de cette vérité interdite. Aujourd'hui, vous et moi allons suivre la trace de documents restés trop longtemps dans l'ombre. Ce fameux dossier a fini par échouer dans les archives secrètes de l'archevêché de Barcelone au début des années 1980, juste après la transition démocratique espagnole. C'est là que le chercheur Bertrand, alors qu'il préparait sa thèse de doctorat sur le symbolisme théologique de la Sagrada Familia, en a retrouvé la piste. Il y a découvert une référence mystérieuse, un fond scellé baptisé « Les documents Bonet ». Mais lorsqu'il en a demandé l'accès, l'archiviste s'est figé. Après un appel téléphonique discret, l'homme est revenu, blême, pour lui annoncer que ces précieux papiers avaient été discrètement transférés au Vatican en 1997. Ce transfert hautement confidentiel s'est opéré par le biais d'une valise diplomatique, un accord discret entre l'archevêché catalan et le Saint-Siège. Jusqu'ici muré dans le silence, l'archevêque Gainswine s'est alors penché en avant, le visage fermé et impénétrable. D'une voix basse, il a confirmé l'existence de cette collection scellée,
déposé sous la responsabilité du cardinal Angelo Sodano, alors secrétaire d'État. Ce dossier porte un nom de code énigmatique, évoquant une simple correspondance architecturale liée à Barcelone. Gainswine l'avait repéré en 2009, alors qu'il classait des archives pour le pape Benoît XVI. Cette classification ultra sécurisée l'avait intrigué, car de simples plans de bâtiments n'exigent jamais un tel degré de secret. Après un silence pesant, l'archevêque a révélé qu'on lui avait formellement ordonné de ne plus poser de questions. C'est le cardinal Tarcisio Bertone, alors secrétaire d'État, qui lui avait imposé ce silence, arguant que le protocole de sécurité hérité de son prédécesseur resterait inchangé. Alors que les cloches de la basilique Saint-Pierre résonnaient au loin pour l'Angélus de midi, un silence lourd s'est installé dans la bibliothèque. Le souverain pontife Léon XIV s'est alors levé pour contempler la place Saint-Pierre inondée de soleil, où la vie suivait son cours normal. Mais entre ces murs, l'atmosphère venait de basculer définitivement. Sans se retourner, d'une voix calme mais impérieuse, le pape a prononcé 2 mots. « Ouvrez-le ». Malgré les hésitations évidentes du cardinal Parolin, qui tentait de rappeler l'existence de protocoles stricts et la nécessité d'impliquer le préfet des archives, la décision du souverain pontife était sans appel. Face à la vitre, sans même daigner se retourner, Léon XIV a rappelé avec autorité que les archives appartenaient à sa fonction et qu'il exigeait que tous les documents soient sur sa table avant la nuit. Il aura fallu 6 heures d'effort pour extraire la collection de son coffre ultra sécurisé, situé à 3 niveaux sous la bibliothèque apostolique. Protégé par des verrous biométriques et une lourde porte d'acier exigeant 2 clés distinctes, le secret était enfin mis au jour. 4 boîtes d'archives d'environ 40 cm sur 30 composaient ce mystérieux trésor historique. À l'intérieur, les documents étaient précieusement enveloppés dans du papier de soie sans acide, scellés par des cachets de cire rouge aux armes de l'archevêché de Barcelone. À la tombée de la nuit, les 5 enquêteurs se sont réunis dans la bibliothèque privée, autour des pièces étalées sur 3 tables. La découverte s'annonçait monumentale. Les copies du Père Bonnet s'avéraient infiniment plus riches que prévu. 47 pages de calcul de la main même de Gaudi, d'une précision presque mécanique, et 12 pages de plans modifiés entre 1918 et 1925. Parmi les liasses de documents se trouvaient également 6 pages d'études de proportions géométriques, liant mathématiquement les 18 tours prévus du monument. À cela s'ajoutaient 14 pages du journal intime de Gaudi, rédigé dans un catalan si serré et minutieux qu'il fallait une loupe pour le déchiffrer. Cependant, la pièce maîtresse n'était pas de sa plume. Il s'agissait d'une lettre confidentielle du 15 mars 1926, écrite 3 mois avant sa mort et adressée au pape Pie X. Rédigé sur un papier épais couleur crème, ce courrier n'avait jamais été envoyé. Une note manuscrite de Bonnet l'accompagnait, demandant de garder ce secret jusqu'à l'achèvement du temple. Le jour tant attendu était enfin arrivé, et la gigantesque cathédrale trônait désormais, achevée. Dans un silence de plomb, le pape Léon XIV a parcouru la lettre sous les yeux anxieux de ses collaborateurs. D'abord impassible, son visage a trahi une profonde gravité, comme si le poids d'une révélation séculaire s'abattait sur ses épaules. Après une seconde lecture attentive, il a posé le papier pour s'adresser à l'Assemblée. Il leur a rappelé que la tour de Jésus-Christ devait culminer à 172 mètres et demi, une hauteur officiellement choisie pour ne pas dépasser la colline de Montjuïc, respectant ainsi la création divine. Mais cette explication n'était qu'une façade. Bien que Bertrand ait acquiescé, le souverain pontife a immédiatement précisé que la vérité était bien plus complexe. C'est ici que nous touchons au cœur de cette enquête historique. Reprenant le document, Léon XIV a révélé que la hauteur de la tour sacrée répondait en réalité à un rapport mathématique précis. La proportion entre la flèche centrale et les 12 flèches des apôtres génère une suite numérique codée. Grâce à un système décrypté par Gaudi après 20 ans de recherche, cette suite révèle une date exacte, une année précise, obtenue en croisant les proportions des 18 tours à travers la géométrie unique des colonnes à double hélice imaginées par l'architecte. Les carnets personnels de l'architecte décrivent en détail ce procédé mathématique, à la fois complexe et parfaitement vérifiable. Après avoir balayé l'assistance du regard, Léon XIV a lâché l'incroyable verdict. Ce chiffre désigne l'année d'achèvement des travaux. Dès 1926, devant ses maquettes de plâtre, Gaudi avait calculé que son œuvre s'achèverait en 2026.
Un frisson de stupeur muette a parcouru l'assemblée. La prophétie s'était réalisée sous leurs yeux. La dernière pierre de la tour de Jésus-Christ avait été posée le 20 février 2026 à 172 mètres et demi de hauteur, soit pile un siècle après le décès du maître. Face à cette révélation, le cardinal Parolin s'est récrié, avant d'affirmer qu'une telle prescience était techniquement impossible. Comment Gaudi aurait-il pu anticiper les ravages de la guerre civile espagnole, la perte des plans originaux, les crises financières successives ou les limites technologiques de l'époque? C'est alors que Bertrand, la voix vibrante d'une vive émotion, a apporté une nuance capitale. L'architecte n'a rien prédit, il a tout planifié. En analysant les calculs de charge et l'espacement des colonnes qu'il a lui-même érigées, on comprend qu'il a conçu les fondations mêmes du monument pour imposer une cadence de construction inéluctable à ses successeurs. En dictant des dimensions d'une rigueur absolue, l'artiste a sciemment emprisonné le chantier dans un carcan technique insurmontable. Tout ce qu'il a bâti de son vivant dessinait la trajectoire obligatoire de ses héritiers. Chaque étape conditionnait logiquement la suivante. La hauteur des piliers imposait celle des voûtes, qui elles-mêmes fixaient l'assise des tours, déterminant à son tour leur sommet. C'est ainsi que Gainswein a murmuré que le génie avait gravé un calendrier rigide dans la pierre. Le rythme des travaux n'était pas soumis aux aléas des guerres ou de l'argent. C'était la structure géométrique elle-même qui contrôlait, au jour près, le temps nécessaire à sa propre édification. La vitesse du chantier s'alignait inévitablement sur les exigences d'une géométrie complexe et implacable que Gaudi contrôlait par-delà la mort. Gainswein a répété, fasciné, que le maître avait programmé le temps dans la matière. Tandis que Bécquart s'émerveillait à l'idée qu'il ait prévu un siècle de travaux, Bertrand a précisé qu'il s'était surtout assuré que cela ne puisse pas prendre moins de temps. Face à ce constat vertigineux, Léon XIV s'est rassis en silence. Sous la lumière tamisée des lampes, les feuillets centenaires semblaient enfin livrer leurs secrets. Le souverain pontife a alors repris la parole pour révéler le but ultime de ce calendrier sacré, décrit dans sa lettre Apidis. Traduisant directement le texte catalan à voix haute, le pape a révélé l'intention mystique de l'architecte. La Sagrada Familia avait été conçue pour délivrer un message codé à l'instant précis de son achèvement physique. Le temple ne s'exprimerait pas par des inscriptions ou des gravures, mais par l'harmonie géométrique globale de sa structure, révélée lorsque la dernière flèche s'élèverait. Vous et moi pouvons mesurer à quel point ce dessin dépasse l'entendement. Ainsi, les célèbres piliers à double hélice de la nef centrale, spiralant dans deux directions opposées, n'étaient pas de simples ornements esthétiques, mais la métaphore physique du double mouvement de l'ascension spirituelle humaine. Que des saints s'élèvent vers Dieu, tandis que des anges descendent vers les hommes. Voilà un mystère que nous connaissions déjà. Les théologiens en débattent depuis des décennies. Mais ce que Gaudi a consigné en secret va bien plus loin. L'angle précis de torsion de chaque colonne varie selon un plan délibéré, excluant tout hasard ou simple fioriture décorative. Quelle est donc la nature de cette logique, s'enquiert la sœur Bécquart. Le pape Léon XIV répond avec assurance, elle est théologique. Chaque pilier incarne une époque de l'Église. Près de l'entrée, sur la façade de la Nativité, les torsions sont larges et ouvertes, symbolisant l'énergie missionnaire et l'ouverture originelle du christianisme naissant vers le monde extérieur. Le souverain pontife fait alors glisser son doigt sur les schémas d'architectes étalés devant eux. À mesure que l'on progresse vers l'autel central, la structure se métamorphose sous nos yeux. Les spirales se resserrent, se compriment, s'asphyxient presque. Dans ses notes, Gaudi explique que cette tension géométrique matérialise l'accélération de la crise spirituelle contemporaine. Une église qui se replie sur elle-même, une foi devenue défensive, où l'espace entre le divin et l'humain s'amenuise de façon dramatique. Et qu'en est-il du pilier final? Interroge alors le cardinal Parolin. Celui-ci, érigé sous la monumentale tour de Jésus-Christ, présente une torsion si extrême que les deux spirales fusionnent presque. Gaudi qualifiait cette ultime colonne de pilier de la décision. Selon ses écrits prophétiques, l'achèvement de la tour supérieure plongerait l'institution dans une crise existentielle majeure, une croisée des chemins où elle n'aurait d'autre choix que de trancher, se réfugier dans un passé révolu ou oser une renaissance tournée vers l'avenir. Un silence de plomb s'installe alors dans la pièce. Qu'en est-il de cette fameuse lettre, murmure Léon XIV.
C'était un appel désespéré, destiné au pape en exercice au moment où le chantier s'achèverait. Gaudí ignorait tout de cet homme ou de notre époque, mais sa conviction était absolue. Saisissant le parchemin, le pape lit « Cette église n'est pas un monument, c'est une horloge. Quand l'ultime pierre sera scellée, l'heure aura sonné et l'église se trouvera à son point de tension maximale. Ne laissez pas cette heure s'enfuir. Empêchez ces spirales de se refermer à tout jamais. Redonnez-leur du souffle. Telle est ma prière. » Ces mots du Créateur résonnent avec une force inouïe. Gaudí savait qu'il ne serait plus là, mais que sa pierre continuerait à hurler sa vérité. Face à cette révélation, le père Bertram cache son visage, la sœur Bécquart se signe, tandis que le cardinal Parolin reste pétrifié. Personne ne dormira cette nuit-là, du 2 au 3 juin. Le pape Léon XIV exige alors une expertise scientifique et légale rigoureuse de l'ensemble des documents Bonnet. Le père Bertram s'est acharné toute la nuit aux côtés d'archivistes d'élite du Vatican, experts des manuscrits des 19e et 20e siècles. Le verdict graphique est sans appel. L'écriture correspond parfaitement aux lettres authentifiées de Gaudí conservées à Barcelone. Les analyses physiques confirment que le papier provient bien de la Catalogne des années 1920. L'encre est d'époque, et les sceaux en cire de la fin des années 1990 sont cohérents. L'authenticité historique est incontestable. Mais le véritable séisme provient des ingénieurs de l'Université polytechnique de Turin, contactés en secret par Monseigneur Wells pour analyser la structure. Pour préserver le secret, les formules de l'architecte leur ont été transmises sans aucune mise en contexte. Les scientifiques italiens devaient vérifier deux hypothèses stupéfiantes. D'une part, les proportions des flèches de la Sagrada Familia cachaient-elles une suite arithmétique convergeant vers l'année 2026 ? D'autre part, la structure physique des fondations imposait-elle naturellement un chantier d'environ un siècle ? Dès le lendemain midi, les résultats préliminaires tombent et confirment tout. C'est une réalité scientifique indiscutable. Les équations de Gaudí encodent bel et bien une convergence temporelle absolue vers l'année 2026. L'angle de torsion des piliers suit précisément le fil de l'histoire chrétienne, tel que l'architecte l'avait théorisé. De plus, la profondeur des fondations et la répartition des charges généraient un goulot d'étranglement géométrique qui ne pouvait que contraindre la vitesse des travaux à s'étaler sur exactement un siècle. Gaudí n'avait pas simplement lu l'avenir, il l'avait gravé dans la physique même de son chef-d'œuvre. Cette découverte bouleverse totalement mon voyage en Espagne, confesse Léon XIV. Face à lui, le secrétaire d'État Parolin, rompu aux intrigues de la curie romaine à travers 4 pontificats, recommande une extrême prudence diplomatique. « Très Saint-Père, nous devons agir avec la plus grande retenue », avertit Parolin. Il redoute par-dessus tout une fuite médiatique hors de contrôle. Mais le pape balaie l'argument d'un revers de main. Il ne cherche pas à manipuler l'opinion, il exige la vérité. Or, cette vérité donne le vertige. Un bâtisseur défunt aurait planifié au millimètre près un siècle de travaux par-delà la mort. Comment l'annoncer officiellement sans soulever des questions insolubles ? Comment Gaudí a-t-il pu anticiper la guerre civile espagnole qui allait ravager ses plans originaux, ou les décennies de paralysie presque totale du chantier? Comment cet homme a-t-il pu deviner l'avènement de la conception assistée par ordinateur, essentielle à la finalisation du temple? Pour beaucoup, il s'agira d'un génie hors norme, mais d'autres y verront un miracle absolu. Le Vatican, déjà saisi de la cause de canonisation de Gaudí, craint de dériver vers le surnaturel. Pourtant, Léon XIV rejette fermement cette lecture mystique. Gaudí était un homme de science, un ingénieur à la rigueur implacable, pas un faiseur de miracles. Ses carnets le prouvent. Il ne s'agit pas de magie, mais de la résolution méthodique d'équations d'une complexité inouïe sur plusieurs décennies de travail acharné. Le grand public risque d'ignorer ces nuances techniques. Le pape rétorque que le Vatican s'assurera de clarifier les choses avec des preuves irréfutables. Dès le soir du 3 juin, la décision du souverain pontife est prise. Il révélera personnellement l'existence des documents Bonnet lors de l'inauguration de la Sagrada Familia. Cette annonce imminente déclenche une tempête politique sous les voûtes du Vatican. Le cardinal Marc Ouellet, figure ultra-conservatrice et très écoutée, appelle immédiatement Parolin pour un échange sous haute tension de 45 minutes, prédisant un désordre ingérable si ces secrets étaient jetés en pâture à la presse. Les partisans du complot s'empareront sans doute des données chiffrées,
tandis que les cercles laïcs tourneront en dérision cette prétendue numérologie cléricale. Les ingénieurs du monde entier contesteront les calculs de Turin, semant la confusion chez les croyants. Ouellette plaide donc pour un gel des révélations de 6 mois, afin de confier le dossier à l'Académie pontificale des sciences pour un examen scientifique rigoureux et feutré. Mais au sein de la curie, d'autres voix s'élèvent. Le cardinal Luis Antonio Tagle, pro-préfet pour l'évangélisation, contacte immédiatement la sœur Beccare pour exprimer son désaccord total avec cette stratégie du secret. Si le Saint-Père juge ses écrits authentiques, l'Église n'a pas le droit de les occulter, affirme Tagle avec ferveur. Retarder l'annonce d'1 mois ou même de quelques semaines trahirait le testament de l'architecte, rédigé pour cet instant précis. Pendant ce temps, la cellule de crise s'active dans l'ombre du palais apostolique. On prépare 3 versions de communiqués de presse officiels, ainsi qu'un dossier de synthèse de 20 pages pour les journalistes, tandis que les juristes évaluent les risques liés à l'ouverture d'archives normalement scellées. Mais à l'aube du 4 juin, un coup de théâtre imprévu vient dynamiter toute cette stratégie vaticane. Le prestigieux quotidien espagnol La Vanguardia publie un article explosif. Le titre claque comme un coup de tonnerre. Des manuscrits secrets de l'époque de Gaudi refont surface juste avant la visite papale. Signé par la journaliste d'investigation réputée Marta Soler, l'article cite des sources internes confidentielles de l'archevêché de Barcelone. Ces révélations affirment qu'une boîte scellée contenant les documents personnels de Gaudi a été transférée en secret au Vatican il y a près de 30 ans. Sans en connaître le contenu exact, la presse pose la question qui fâche. Pourquoi le Saint-Siège dissimule-t-il ces archives cruciales depuis 3 décennies? En 2 heures à peine, les agences de presse mondiales propagent l'affaire à l'unisson. Les caméras du monde entier convergent vers la place Saint-Pierre, et une question unique sature l'espace médiatique. Que cache réellement le Vatican? Vous et moi pouvons imaginer la panique feutrée qui s'empare des couloirs de la curie. Mais le pape Léon XIV reste d'un calme olympien face à sa tablette. La décision a été prise à notre place, murmure-t-il à Parolin. Ce dernier, livide face à cette trahison interne massive, exige de trouver la taupe sur le champ. Mais pour le pape, l'urgence est ailleurs. L'heure de vérité a sonné, et le monde entier regarde. Une atmosphère d'urgence absolue régnait alors dans les couloirs du Vatican. Et nous allons comprendre pourquoi. Le pape convoqua d'urgence Matteo Bruni, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège. Bruni, communicant aguerri du Vatican, restait imperturbable sous la pression et maniait le verbe avec précision. Arrivé en quelques minutes, il reçut de Léon XIV une consigne unique. Planifier une conférence de presse le 6 juin à Barcelone, à la Sagrada Familia, juste après l'inauguration. Face à l'hésitation de Bruni devant ce délai de 2 jours, le pape ordonna de publier un communiqué annonçant la découverte de documents inédits sur Antoni Gaudi. Aucun autre commentaire ne fut toléré avant cette date fatidique. Cette annonce laconique provoqua l'effet d'une déflagration contrôlée dans les médias du monde entier. Le texte en révélait assez pour éteindre les rumeurs les plus folles, tout en gardant une part de mystère si dense que la terre entière aurait les yeux rivés sur Barcelone le 6 juin. Durant les 48 heures suivantes, Léon XIV s'isola presque totalement du monde. Muni d'un dictionnaire de catalan, il décrypta par 3 fois les carnets intimes d'Antoni Gaudi. Crayon à la main, il vérifia lui-même les calculs de structure de la basilique, exploitant ses anciennes études d'ingénieur menées à l'université de l'Indiana, bien avant son entrée au séminaire. Aux premières lueurs de l'aube, on pouvait l'observer marchant seul dans les jardins du Vatican, sa soutane blanche captant les rayons naissants, tandis que ses chaussures noires faisaient crisser le gravier. Les rares témoins de ces promenades décrivaient un homme métamorphosé, ni inquiet, ni exalté, mais habité d'une certitude profonde, comme si une question lancinante venait de trouver sa réponse. Pendant ce temps, confiné dans la bibliothèque du Vatican, le père Bertrand passait ses journées à confronter le système mathématique complexe de Gaudi aux archives officielles de la Sagrada Familia. Il passa au crible les écrits de Jordi Bonnet, l'architecte historique du projet, ainsi que les rapports de l'Université Polytechnique de Catalogne. Chaque vérification minutieuse venait corroborer de manière éclatante la régularité du schéma architectural. Les proportions mathématiques s'avéraient exactes, et le calendrier gravé dans la pierre s'alignait sur la réalité historique, avec une marge d'erreur de moins de 18 mois sur un siècle entier de travaux. Un prodige d'anticipation technique absolument hors norme. Le soir du 4 juin,
Léon XIV convoqua un ultime rendez-vous à huis clos avec le cardinal Parolin et le père Bertrand. Réunis dans l'austérité de la chapelle privée du souverain pontife, face à un unique crucifix de bois, le pape leur annonça qu'il avait rédigé son discours pour l'Espagne de sa propre main. Il souhaitait que ses deux proches conseillers l'entendent avant la diffusion mondiale. C'est d'une voix ferme et d'une absolue stabilité que le souverain pontife fit la lecture de son document, révélant la détermination inébranlable d'un homme qui ne reviendrait pas sur ses pas. Son allocution de 12 paragraphes levait officiellement le voile sur la collection Bonnet. Elle détaillait la lettre inédite de Gaudi adressée au pape Pie X, tout en exposant la logique mathématique codée dans les hauteurs et les proportions des 18 tours de la basilique. Après avoir exposé les conclusions des analyses structurelles de Turin, le pape lut le paragraphe final, destiné à faire le tour des rédactions mondiales, affirmant qu'Antoni Gaudi avait conçu un temple programmé pour lui survivre d'un siècle exactement. Ce prodige architectural ne relevait en rien d'une quelconque prophétie mystique ou d'un miracle divin, mais bien d'un génie visionnaire doublé d'une foi inébranlable dans la persévérance humaine. Antoni Gaudi savait que d'autres bâtisseurs prendraient le relais de son œuvre inachevée. Malgré les conflits mondiaux, la pauvreté et les périodes d'incertitude, sa confiance ne faillit jamais, et l'histoire lui donna raison. Marquant un temps d'arrêt, Léon XIV leva les yeux de ses notes pour insister sur le fait que la basilique achevée n'était pas un simple monument du passé, mais une structure vivante, en perpétuel devenir, dont les spirales ouvertes devaient continuer d'inviter à l'ascension. Ce message, gravé dans la pierre par le maître catalan il y a un siècle, exigeait aujourd'hui une écoute attentive de la part du monde moderne. Dans la pénombre de la chapelle, le cardinal Parolin resta pensif, le visage éclairé par la lueur vacillante des cierges, avant de valider sobrement la force de ce texte de vérité. Interrogé sur la révélation de la colonne de décision, Léon XIV confirma qu'aucun détail ne serait éludé, peu importe les vagues d'indignation ou les débats théologiques intenses que cela provoquerait à travers le globe. Estimant que l'Église avait gardé le silence trop longtemps sur l'essentiel, le pape laissa le père Bertrand hocher la tête, submergé par l'émotion. Le silence enveloppa la pièce, scellant le destin des jours à venir. L'enquête technique sur la mystérieuse photographie déposée sur le bureau du pape le 2 juin ne permit jamais d'en identifier l'origine. Les services de sécurité du Vatican ne relevèrent aucune faille informatique, aucun indice biologique ni empreinte sur l'enveloppe ayant pénétré le palais apostolique. La gendarmerie pontificale dut admettre que l'intrusion, bien qu'inexpliquée, suggérait la complicité interne d'un initié. Dans les couloirs, les murmures évoquaient un acte délibéré de quelqu'un connaissant l'existence de la collection Bonnet, conscient que cette inauguration constituait l'ultime échéance fixée par Gaudi un siècle plus tôt. Le mystérieux expéditeur voulait s'assurer que le pape franchisse les portes de la Sagrada Familia en toute connaissance de cause le 6 juin. Si l'identité de l'informateur de l'ombre demeurait un mystère insoluble, le secret lui-même s'apprêtait à être révélé à l'humanité. Le matin du 6 juin 2026, Léon XIV s'envola pour l'Espagne à bord d'un vol spécial quittant Rome à 7h15. Il serrait contre lui une sacoche de cuir, abritant les pièces originales de la collection Bonnet. À ses côtés, le père Bertrand, épuisé par 3 nuits blanches consécutives, tenait d'une main tremblante les précieuses copies des écrits de Gaudi. La monumentale basilique attendait son heure. Du haut de ses 172 mètres de pierre, de verre et de dévotion, la basilique dressait ses 18 tours vers le ciel méditerranéen. Ce message mathématique, encodé par Antoni Gaudi en 1926, s'apprêtait enfin à être révélé par le premier pape américain de l'histoire. Vous et moi touchons ici au cœur d'un mystère séculaire, unissant un architecte de génie et une église en pleine mutation. Si cette plongée dans les secrets du Vatican vous a captivé, rejoignez notre communauté en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Partagez vos théories en commentaire sur la portée de ce testament spirituel et diffusez cette enquête autour de vous. La vérité doit éclater.